Depuis hier, on a quitté la pluie pour le soleil du Havre, le festival du Polar à la plage, la 21e édition. C'est toujours ici, organisé par l'association Les Encres Noires. Et j'ai une personne en face de moi qui, vous allez voir, qui a une très très belle carrière d'auteur, producteur. Il a fait plein de choses dans la jeunesse, les adultes. Enfin, voilà, on ne pourra pas tout parler de tout, mais on va essayer d'en savoir plus sur Frédéric Lepage. Frédéric Lepage, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, vous avez, quand on regarde un peu votre parcours, vous avez touché un peu à tout dans les médias, vous avez fait beaucoup de télé, j'ai vu notamment avec XL Productions, c'était une belle aventure. Oui, pas seulement Excel Productions, mais j'ai fait de la télé toute ma vie pratiquement. Donc j'ai produit toutes sortes de programmes pour les enfants avec le Disney Club que j'ai créé sur TF1, des concerts, des divertissements avec du Nagui, du Sabatier, du Sébastien, du tout ce que vous voulez, des jeux quotidiens. Et puis je me suis spécialisé ensuite dans les grands documentaires internationaux sur les animaux sauvages par exemple, l'environnement, la planète, l'histoire, les sciences, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Est-ce que la télé à l'époque, donc années 80-90, est la même que maintenant, ça a bien changé depuis? Il n'y avait pas vraiment tout ce qui était chaîne YouTube, etc. à l'époque. Non, en effet, le paysage a complètement changé. J'ai eu la chance de commencer à une époque où justement, eh bien, les décideurs de la télévision étaient un petit peu comme les grands éditeurs, vous savez, c'est-à-dire des gens qui avaient la passion des programmes, la passion des contenus. Et puis peu à peu, tout a changé, puisque maintenant, les gens qui décident des programmes sont plutôt des gens qui viennent d'écoles de commerce. Et ça fait quand même une très grande différence. Vous avez notamment produit Ex Libris avec Patrick Poivre d'Arvor. J'ai vu dessiner C'est gagné. Alors, il y a quand même un fossé entre ces deux émissions. Mais voilà, dans tous les domaines, vous étiez présent. Oui, j'étais présent dans tous les domaines et tout le monde me dit mais c'est bizarre que tu fasses tellement de choses différentes. Tu écris des romans, tu écris pour le théâtre, tu as fait un film pour le cinéma, tu as fait des émissions de télé sur toutes sortes de sujets. Mais moi je pense que non, je fais un seul métier, je raconte des histoires. Et je pense que c'est le métier le plus universel qu'on puisse imaginer. C'est celui qui est aussi le plus nécessaire à l'éclosion de l'imagination, par exemple chez les enfants. Quel enfant n'a pas demandé à ses parents raconte-moi une histoire? Et alors que ce soit avec une caméra, avec un stylo, avec une machine à écrire, etc. C'est toujours la même chose, il s'agit de raconter une histoire. D'accord. Quel est le projet que vous êtes le plus fier? On devrait faire un peu un retour en arrière ou pas? Le projet dont je suis le plus fier, c'est toujours le plus récent. Vous savez, donc là, c'est cette série de livres et de thrillers que j'ai écrits, qui se prêtent plutôt pas mal à des adaptations audiovisuelles. Donc en particulier le dernier, Promets-moi d'avoir peur, pour lequel je travaille pour une série pour France Télévisions. Donc voilà, c'est très difficile autrement de dire de quoi je suis le plus fier. Il y a beaucoup de choses dont je suis assez fier. En particulier, pour remonter dans le temps, je crois avoir d'une certaine manière réinventé les programmes sur les animaux. Avec toutes ces séries que j'ai créées avec Pierre Arditi, John Hurt pour les versions anglaises. Et voilà, c'est une époque où il y avait une espèce de monopole anglo-saxon et j'ai inventé une patte un petit peu plus latine, un petit peu plus française et qui a été identifiée comme telle dans le monde entier. Et maintenant, il y a aussi l'arrivée, depuis quelques années maintenant, on peut dire, des plateformes comme Netflix, Prime, etc. On vous a encore sollicité pour, pourquoi pas produire, mais écrire pour des séries? Alors oui, tout à fait, puisque j'écris, c'est une nouvelle activité, j'écris pour des scénarios pour la télévision. J'ai créé par exemple récemment Flair de famille avec Sylvie Testu et Samuel Labarthe. On est en train de tourner le 3e épisode et il y en aura encore d'autres ensuite. Donc oui, je pense que les plateformes dont vous parlez, que ce soit Netflix, HBO, des plateformes anglaises aussi, ont permis de recréer les grands principes des séries télé et de l'imaginaire télé, avec un rythme différent, et c'est quand même extraordinairement bien fait. Et les gens consomment la télé autrement qu'avant? Oui, je ne sais pas s'ils consomment... Ils choisissent plus, peut-être plus que dans le choix de... Je pense qu'il y a un choix différent aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens peuvent toujours se retrouver collectivement à retrouver la télévision, à regarder la télé pour des grands événements politiques, pour des directs, pour du sport. Et là, il y a une espèce d'usage commun de la télévision, mais ils ont aujourd'hui un choix supplémentaire, c'est-à-dire de regarder les programmes qu'ils veulent quand ils le veulent. Il y a plus personne ne décide à votre place, monsieur, si vous voulez voir telle chose, ce sera à 17h le lundi et pas autrement. Aujourd'hui, vous êtes le libre, vous faites vous-même votre programmation. Alors avant de parler naturellement littérature, est-ce que vous écrivez en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous parler, j'ai vu aussi d'un jeune qui s'appelle Alexandre Lafont.
Alexandre Lafont, c'est un garçon que j'ai rencontré parce que je l'ai connu justement parce que je traîne toujours sur Internet, sur YouTube, etc. Et c'était un jeune YouTuber qui avait une particularité, c'était qu'il était, et qu'il est toujours d'ailleurs, épileptique. Et je trouve que cette maladie est très mal comprise. Et donc on a décidé ensemble de raconter le quotidien, la vie quotidienne et le destin d'un jeune épileptique moderne. Donc c'était très, très, très paradoxal parce que c'était pas un livre de médecine, rien de ce genre-là. Mais on découvre ce qu'est l'épilepsie à travers quelqu'un qui en est victime de manière quotidienne et qui en est victime et qui reste joyeux, gai et tonique. Alors le polar, ça a toujours été une évidence pour vous d'écrire des polars, depuis des années que vous écrivez des polars? J'ai presque commencé par ça, puisque il y a très très longtemps, j'ai publié La fin du 7e jour ou La mémoire interdite, qui étaient des thrillers. Je suis plutôt côté thriller que côté polar. Donc j'ai presque commencé par ça, avec ce type de roman, et j'y reviens maintenant avec une grande joie. Alors parlez-nous justement de vos derniers projets, de votre dernier livre, parce qu'on pourrait parler de tous les livres. Vous avez reçu des prix, de nombreux prix partout. Vous avez été traduit aussi en italien, au Japon, etc. Mais donc parlez-nous donc de votre dernier recueil. Alors le dernier, il s'appelle « Promets-moi d'avoir peur » et c'est l'histoire d'une jeune femme qui souffre d'une maladie rarissime, mais que je n'ai pas inventée, elle existe vraiment. Personne ne la connaît, mais j'ai étudié pour cette maladie. Ça s'appelle le syndrome d'Urbar-Witte. Et derrière ce nom un peu difficile à prononcer, se cache une maladie qui touche une partie de l'encéphale. Vous savez, un organe sous le lobe frontal du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et si cette amygdale, dans certains cas exceptionnels, se calcifie, vous perdez la possibilité d'avoir peur. Et c'est une maladie fascinante parce que elle n'est pas courante, c'est une maladie super orpheline. Mais vous pouvez avoir la sensation d'être un super-héros, de pouvoir braver n'importe quel danger. Mais en réalité, la peur, c'est quand même un signal d'alerte et qui peut vous sauver la vie. Alors cette jeune femme est assassinée, on pense qu'elle est assassinée en tout cas, et l'enquête se déroule. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens, à partir du moment où elle a été diagnostiquée, qui ont commencé à s'intéresser à elle. Alors, est-ce qu'elle est allée au-delà de la mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est sur ce mystère que mes enquêteurs doivent avancer. Pour préparer ce livre, vous avez rencontré vous-même des gens atteints de ce syndrome? Alors, il y en a très très peu, donc j'ai rencontré une victime de ce syndrome, mais j'ai travaillé avec le service de neurologie de l'hôpital général de Boston, avec le service de neurologie de Lariboisière à Paris, et aussi avec l'ancien responsable du service de neurologie de l'hôpital du Val-de-Grâce, qui est un hôpital militaire, parce que, mais je ne veux pas déflorer le sujet, on peut imaginer qu'il y ait des applications militaires de ce syndrome. Est-ce que il y aura sûrement une suite ou pas du tout dans ce livre-là notamment? Alors, vous savez, c'est très bizarre parce que certains auteurs créent un personnage et le suivent de livre en livre. Et moi, ce personnage, en réalité, il s'est imposé à moi, c'est-à-dire que dans le premier thriller que j'ai écrit récemment, il y avait un flic américain du Police New York Department, très riche, sans que personne sache qu'il a fait un héritage tragique dans sa jeunesse, puisqu'il a perdu ses parents qui étaient richissimes. Donc c'est un flic qui fait semblant de vivre avec la solde, le petit salaire d'un flic de base, mais qui est richissime, et ça lui permet d'être insolent, tête à claque, de braver les interdits, d'imiter la signature des juges au bas des mandats. Donc c'est une espèce d'électron libre absolument insupportable, orgueilleux, prétentieux, cassant, mais qui court après la justice dans le monde. Pas un ripou en fin de compte, pas spécialement un ripou. C'est l'inverse d'un ripou, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour que la justice règne, mais il est prêt aussi à faire n'importe quelle saloperie pour que la justice règne. Ok, alors quels sont vos projets à venir dans littérature ou autre? Les projets à venir. Alors le flic que je viens de décrire, il réapparaît maintenant dans tous mes romans, il devient le héros. Donc il devient le héros du prochain roman qui s'appelle Plus fort que la nuit, qui sortira le 12 septembre. Il est héros du roman d'après qui s'appelle Le livre des sacrifiés chez Robert Laffont au mois de mars 2025. Et je suis en train de lui préparer un destin qui va quitter son pays, les États-Unis, et venir travailler en France. Vous avez une activité très chargée, j'ai l'impression qu'il vous faudrait des journées de 48 heures, vous. Non, pas vraiment, parce que comme je suis paresseux, j'essaye de travailler vite et bien. Vite, parce que comme ça, on peut glander plus rapidement, et bien, parce que comme ça, on n'est pas obligé de refaire ce qu'on a déjà fait. Donc, non, je suis pas un bourreau de travail, au contraire. Vous venez d'où? Je ne vous ai pas encore demandé. Vous venez de quelle région, vous, Frédéric Lepage? Je suis né à Bordeaux, mais là, vous m'interrogez alors que nous sommes au Havre.
Et en fait, pendant toute ma jeunesse, pendant toute mon enfance, j'ai entendu parler du Havre parce que la famille de ma mère était havraise. Et j'entendais parler de Sainte-Adresse, j'entendais parler de la Porte Océane, j'entendais parler de ça. Et je ne suis jamais venu au Havre jusqu'à aujourd'hui. Alors vous savez qu'ici, il y a eu plus de 150 films qui ont été tournés au Havre, parce qu'ils disent qu'au Havre, il y a une lumière particulière, et je crois que c'est Michel Simon qui est le comédien qui a le plus tourné au Havre. Alors vous qui êtes en plus féru et produit des films écrits pour des séries, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ah ben, je pense que je le vois parce que la lumière évolue d'heure en heure. Ce matin, vous voyez, tout ce que je vous montre quelque chose. À l'horizon, c'était noir, mais d'un noir de jet. Et là maintenant, regardez ces espèces de strates de blanc, de bleu pâle, de toutes les valeurs du bleu. C'est merveilleux ça. Oui, il y a une lumière tout à fait spécifique qu'on obtient même difficilement en studio. Alors le Festival du Polar au Havre, vous êtes habitué à avoir des grands salons avec de la moquette, des halls d'exposition. Là, vous êtes assis, vous pouvez lever la tête, vous voyez la mer. C'est pas beau, c'est pas magnifique ça. C'est merveilleux, vous voulez dire, c'est merveilleux. Ok, et en plus, venir sur un salon au Havre, c'est... Voilà, et puis en plus, vous avez le festival où c'est vraiment les organisateurs, plutôt un festival à taille humaine, familial. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, vous qui êtes habitué à tous ces festivals ? Vous savez ce qui fait la différence d'un salon du livre, c'est pas la moquette dont vous parliez, c'est pas les apparats, c'est les équipes de volontaires, c'est les équipes qui font les festivals et les salons. Et là, il y a quelque chose de très fraternel, de super sympathique. Et n'oubliez pas que pour moi, il y a cette émotion supplémentaire d'être enfin au Havre, alors que ma famille maternelle a disparu. Et pour moi, voilà, il y a cette dimension humaine qu'on retrouve à travers l'organisation de ce salon. Écoutez, Frédéric Lepage. Ben voilà, c'est ça. Frédéric Lepage, merci. Et puis on aura encore plein de questions à vous poser, mais voilà, on va essayer de faire parler un petit peu tout le monde. Et puis bienvenue au Havre, et puis de retour ici. Pourquoi pas créer et produire une série au Havre, ça c'est fait. Hein. Pourquoi pas. Et revenir au Havre, oui, définitivement. Et je viens en septembre passer un week-end pour retrouver tous les lieux dont j'entendais parler quand j'étais enfant. Merci.